Là, on va aller très rapidement à l'essentiel. On va soulever le capot et on va voir un petit peu comment moi je me positionne par rapport à Gitpod. Pour me présenter, pourquoi déjà je reste assis? Parce que ça va être une démo, j'ai mon clavier, ma souris, j'ai mes petites habitudes, j'ai un certain âge, donc j'aime bien avoir mon petit environnement, donc je vais rester assis. Mais pour me présenter, donc je m'appelle Olivier Bautier, je suis donc DevRel à OVH Cloud dans l'équipe d'Horacio Gonzalez, comme il m'a présenté tout à l'heure. J'aime l'infra, j'aime le code, et pour me résumer, j'aime avoir les droits routes sur ma machine. Globalement, c'est voilà, c'est ma vie. Bon, Gitpod, vite fait, mais vraiment très vite fait, parce qu'on est un petit peu timeboxé. C'est quoi? Donc, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu. Hein, donc, c'est un environnement donc, de développement embarqué dans un conteneur qu'on peut mettre à disposition à travers un environnement cloud, ce qui fait qu'il est accessible via un navigateur web. Ça, globalement. Je vais reprendre, j'aime beaucoup la belle introduction que m'a fait Jean-Philippe tout à l'heure. En fait, si vous voulez avoir plus de détails sur Gitpod, en fait, c'est le RTFM qui est là, c'est Read the Fucking Manual. Ça, c'est un classique. Et là, vous avez vraiment tout le détail. Il y a quelque chose qui est bien, c'est que vraiment, la doc est très bien faite. Ce que je vais vous montrer rapidement aujourd'hui, donc on va switcher, je ne vais pas faire une démo avec un slide, donc on va basculer d'un slide à la démo. Je vais vous montrer un petit peu comment moi, j'utilise Gitpod et ce que ça fait. Si, en gros, top chrono, ce que je fais, globalement, au quotidien, j'ouvre un navigateur web, je vais sur mon repo, je me connecte avec mon compte qui peut être GitHub ou GitLab ou Bitbucket. À l'occurrence, ici, c'est du GitHub. Je prépare mon workspace. Donc, comme on a vu tout à l'heure, en fait, on prend du code, on malaxe, on met plein de petits trucs et on arrive avec un workspace. Je vais parler lentement pour arriver de manière complètement synchronisée au résultat attendu, qui va être l'apparition sous vos yeux ébahis de mon environnement de travail. Et donc, ce que je fais... Ah, merci. Et vous êtes tellement gentil, je vais prendre soin de vous. Je vais même faire du zoom. C'est beau, ça, hein? Donc, là, j'arrive ici, et globalement, qu'est-ce que je fais? En pas longtemps, ici, je fais un petit Terraform init, parce que je rappelle, je fais de l'infra, j'aime le code, je fais de l'infra as code. Donc, globalement, ici, l'effet démo. L'effet démo, c'est incroyable. Non, mais si, c'est moi. Il faut que je me mette un petit peu dans le bon répertoire. Mais ça, c'est juste l'effet stress. Donc là, j'ai un petit exemple. Hop, 0,1, hop, et je fais un Terraform init. Normalement, vous ne savez absolument pas ce que je fais, où je vais, mais c'est normal, c'est un effet voulu. C'est la magie des comédiens sur scène. Et après, je fais un Terraform apply varfile variables.tfvar et touloulouk. C'est en changeant de clavier aussi, c'est une petite astuce. Le bousin me dit des trucs, je dis oui parce que j'ai absolument confiance dans un truc que je viens de pas de lire et c'est parti. En gros, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai ouvert un navigateur, je me suis connecté, j'ai lancé 2 commandes quand je ne me trompe pas. Et là, je suis en train, en fait, je suis connecté à mon environnement OVH Cloud sur mon public cloud et j'ai demandé d'aller me créer une instance. J'ai demandé d'aller me créer un réseau privé, un routeur, un jeu de clé SSH, de déployer mon instance avec cette clé SSH et de me ramener les fichiers qui vont bien après pour m'y connecter. Voilà, tout ça avec mon Mac M1, tout ça avec sans souffrance et sans trop connaître de trucs. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, en fait, quand je fais ça, je donne des cours aussi, j'ai l'occasion de partager énormément ce que je fais. Ce qui m'intéresse, c'est que je ne le fais pas que pour moi. Et globalement, si vous pouvez faire exactement la même chose pour vous, vous pouvez prendre les URL, prendre les mêmes URL, vous pouvez prendre la même conf au Delta qu'il faut que vous ayez un compte effectivement là sur OVH Cloud pour faire cet exemple-là. Mais globalement, le résultat est le même, c'est accessible partout. Comment j'en suis arrivé là? Donc effectivement, c'est voilà, c'est un peu la finalité. Ce que je vais faire un petit peu dans cette démo, c'est montrer et un petit peu étape par étape comment moi j'ai vécu le truc et comment j'ai pris chaque outil, chaque composant de Gitpod pour en fait simplifier ma vie. On va reprendre très rapidement ce qui a déjà été montré tout à l'heure par mes éminents collègues. Les méthodes de création de workspace. Là, vous avez vu tout à l'heure, je suis allé très vite exprès pour pas que vous le voyez. Mais globalement, il y a plein de méthodes de création. On peut effectivement, la première, c'est d'aller directement sur le site de Gitpod.io.
Ça, c'est l'interface une fois qu'on est connecté. Et ce que vous pouvez faire, ici, vous avez un bouton vert, vous faites New Workspace. Avant de faire l'URL et tout ça, quand vous cliquez là, effectivement, vous avez accès à tous les repositories qui sont associés, connus de votre compte avec lequel vous vous connectez, que ce soit du GitHub ou n'importe quoi. Vous pouvez choisir le type d'éditeur. Donc, effectivement, qu'on a vu tout à l'heure, donc là, on est essentiellement sur du VS Code Server et si vous, donc, pour ce qui est embarqué, ce qui est mis à disposition, mais si vous voulez travailler en local avec IntelliJ ou d'autres logiciels, PHStorm, tout ça, blablabla, là, vous pouvez le faire et après, ça sera via une connexion SSH que vous pourrez le faire. Et vous pouvez choisir, après, cette fois aussi, le type d'instance sur lequel vous allez pouvoir déployer. Donc ça, c'est une première méthode qu'on oublie assez souvent, qui est complètement manuelle à partir d'ici. Les autres méthodes, c'est en modifiant l'URL. Donc cette fois, vous prenez un repository connu, GitHub, quelque chose, vous rajoutez devant avec le petit, vous mettez https gitpod.io/dièse et après le reste de votre URL, ça va directement ouvrir l'environnement dans Gitpod. Vous pouvez aussi intégrer, comme on l'a vu tout à l'heure sur le repo d'Horatio et sur l'exemple de Jean-Phi, rajouter, alors ça c'est un super repo, hein, vous pouvez voir, bidouille, vous allez voir plein de bidouilles super sympas, et avec un README, l'importance du README, on l'a dit, de mettre un bouton. Donc globalement, si on veut regarder un petit peu en détail comment ça se présente, le README, il n'y a pas de secret, hop, on va regarder l'affichage en mode blablabla, c'est où? C'est là, paf. On zoome. Pas besoin en fait. En gros, c'est un lien qui rajoute Gitpod.io devant l'URL. C'est un truc vraiment tout bête. Et la dernière option, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Jean-Phi, c'est en installant un plugin navigateur. Gitpod en fournit deux, un pour Chrome, un pour Firefox. Et là, il y a voilà, Browser Extension. Vous allez sur la doc, hein, c'est assez bien fait. Le workspace, comme on l'a vu tout à l'heure, un workspace, c'est quoi? Une fois qu'on est connecté, globalement, on est dans un conteneur, mais ça, on ne le sait pas. Alors moi, ce que j'adore, je suis un ancien, ce que j'aime bien, moi, c'est avoir un shell. Donc, j'ai tout de suite, moi, quand j'ai vu qu'on me propose, je suis dans mon navigateur et j'ai un petit prompt et que je peux faire du bash, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas besoin d'ajout, pas de surplus. Je dis, ça y est, je peux bosser. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un workspace, en gros, c'est un conteneur Docker. Donc, on peut compléter via le Dockerfile, pour ceux qui font du Docker, on peut le compléter avec un maximum d'outils. Ça, donc, avec des Docker Run, des Docker, tout ce qu'on veut. On l'a très bien vu tout à l'heure, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, c'est par l'intermédiaire de ce fichier-là. La première chose qu'on voit dans le Dockerfile, on ne part pas de zéro, on pourrait partir d'un from scratch, mais Gitpod met à disposition une liste assez impressionnante d'images. Si on va sur le repo, sur GitHub, sur le site Dockerhub, pardon, sur le site, on voit toutes les images mises à disposition par Gitpod. Je prends soin de vos yeux. Hop, voilà. Et donc, à chaque fois, on pourrait pratiquement fine-tuner. On n'a pas besoin d'installer la terre entière. On pourrait vraiment choisir l'image qui correspond à votre besoin. Et il y en a plein. Si vous faites du Python, si vous faites… Alors, celle-là, la Workspace Full, c'est la FAT. Vous la prenez. Bon, elle met un peu de temps à s'installer, mais à partir de là, vous avez vraiment un maximum d'outils dedans. Si vous faites du C, du Java, du MySQL, etc., vous pouvez avoir des images minimum avec l'outil qui vous intéresse. Ou partir de l'image de base et faire votre propre image. Et bien sûr, collaborer après pour proposer aussi vos propres outils. Si c'est utile à vous, c'est certainement utile à d'autres personnes. Et si on prend un exemple de fichier, donc ça, c'est un de mes exemples aussi. Hop, personne n'est blessé, tout va bien. Hop, je zoome un petit peu. Voilà, ça, c'est un repo officiel d'OVH. C'est des exemples d'utilisation public cloud qu'on propose au format Gitpod. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, en fait, moi, celle-là, j'ai mis à disposition tout simplement pour pouvoir utiliser un petit peu en mode de commande ou très rapidement faire de l'infra as code chez nous. En fait, on a besoin d'un minimum d'outils qui vont être… Donc, je pars sur l'image de base, la classique, et après, j'installe des outils comme Python. Python pour avoir après l'OpenStack client. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'OpenStack derrière, donc j'installe mon outil. Terraform, parce qu'on a un provider Terraform qui est à jour, assez performant, boum, et c'est installé. Ansible, si on veut le compléter, parce qu'on ne fait pas que du Terraform. kubectl, pour ceux qui voudraient aussi interagir avec notre offre managée de Kube. Et Precommit et TF-Lint, c'est un linter Terraform. Donc tout ça, c'est mis à disposition, ce qui fait que quand vous allez aujourd'hui sur notre repo d'exemple, vous démarrez ça dans Gitpod, vous avez déjà une stack d'outils prête à fonctionner pour utiliser et manipuler nos infras. Globalement, c'est assez cool.
Hop, ce que j'utilise aussi beaucoup, je vais très vite, hein, je suis désolé parce que je suis un peu timeboxé. Ça, les variables, alors je ne sais pas si on n'a pas trop parlé, pour moi c'est essentiel. Parce que là, on peut installer via le Dockerfile un maximum d'outils, mais comment, au début, si vous vous rappelez, moi j'ai tapé Terraform init et ça a été installé, ça a déployé des serveurs chez nous. Là, si on y retourne sur où est-ce qu'elle est? Ici, là, on le voit. J'ai récupéré une adresse IP, je le prouve, hein, parce que pour une fois que j'ai une démo qui passe, j'en profite. Donc en fait, là, mon truc, il m'a généré une clé SSH, là que j'utilise en l'indiquant. Puis après, j'ai créé une petite instance Ubuntu arrobase. Il me demande est-ce que je veux bien copier? Oui. Hop, fingerprint. Et voilà, là, je suis sur l'instance. Là, tout à l'heure, là, j'ai lâché une commande pour installer une instance qui est dans un réseau privé à laquelle j'ai créé une floating IP, qui est un composant de OpenStack. En fait, c'est une IP volatile à laquelle je me connecte et qui est branchée sur cette instance-là, de manière automatique. Donc là, pouf, à nous les serveurs Minecraft, etc., etc. Bref, il faudra que je rappelle les raccourcis clavier. Donc, j'utilise énormément les variables. Donc, pour ça, c'est pour configurer mon environnement, pour me dire quels sont mes identifiants, comment je me connecte avec ma clé d'API, etc., etc. Donc, j'utilise les variables. Les variables, en fait, on les retrouve une fois qu'on est connecté à notre dashboard Gitpod. Quand vous cliquez sur votre petite tête là-haut, vous arrivez dans les settings. Ici, hop, settings, vous avez plein de paramètres. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. Et moi, ce que j'utilise, c'est des variables. Les variables, vous donnez ici, on va zoomer. Hop. Une variable, en gros, c'est un nom, vous définissez, et un scope. Ce qui est intéressant, vous pouvez déclarer une variable ici pour l'ensemble des projets avec lesquels vous allez interagir, ou alors vous pouvez définir soit la première partie avant le slash, c'est votre user ou un compte, slash, et puis un projet. On peut descendre très bas au niveau granulaire jusqu'au niveau projet. Et donc, un nom, un scope et évidemment une valeur. Une valeur, alors moi, c'est pour la pratique, j'aime bien quand j'ai des variables, en fait, j'encode tout en base 64. Ça implique une phase de décodage avant, mais d'un point de vue stockage de string, dans un, je ne sais pas comment ils gèrent ça, mais moi, c'est toujours plus safe, en fait, de tout encoder en base 64. Donc, ce qui fait qu'ici, globalement, à chaque fois que je déclare une variable ici, toutes ces variables-là, dès que je démarre un environnement qui correspond à ce scope-là, je vais retrouver mes variables. Si je prends ici, comme tout à l'heure, l'environnement que j'ai déclaré, si je vais chercher… alors, moi, en fait, ma variable principale, c'est celle-là. Mais comme il y a des identifiants et que c'est filmé et que je ne vais pas le montrer, j'en ai fait une fausse. Mais globalement, elle est déclarée ici. Et cette variable-là, en fait, toujours mon environnement, si je fais un écho… Non, mais vous savez pourquoi? Parce que je suis sur mon instance que je viens de créer, c'est complètement idiot. Voilà, si je fais un écho de ma variable dans mon workspace et non dans l'instance que je viens de créer, voilà, j'ai bien un contenu. Et si je la décode, hein? Ouais, clear, non, ça ne marchera pas. Oh. Paf. C'est ça. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de déclarer variable par variable, en fait, ce que je faisais un petit peu avant, en fait, j'ai pris un fichier de conf en base 64 et roule, paf. Ce qui fait que là, donc en fait, je fais un écho globalement de cette variable-là dans un fichier, Toto, et après, j'ai plus qu'à sourcer mon fichier Toto et j'ai accès à tout mon environnement. Donc évidemment, là, il va râler parce que comme je l'ai cassé exprès, il n'est pas bon. Bref, ça, c'est un côté hyper pratique de pouvoir commencer à envisager. On peut avoir un lot de… Il y a du code qui est commun, mais vos identifiants et des paramètres qui sont personnels, vous les passez par les variables. Plein d'exemples que j'utilise. En fait, là, c'est sur un projet qui est assez sympa. Je stocke, ce qui est assez pratique, parce qu'il y a des variables qui sont jetables ou qui durent, mais par exemple, c'est mes certificats SSL. Je trouve ça assez pratique en fait de les stocker via les variables. Et là, j'avais fait une petite doc là-dessus. Comment créer la variable? Hop, voilà, c'était un truc tout bête. Bref, ça j'utilise pour les certificats SSL, c'est vachement bien. Et exemple de création de fichier de configuration, ça c'est ce que je viens de faire. Et comment
une fois qu'on a déclaré des variables, comment est-ce que la dernière étape, c'est manipuler ces variables-là pour qu'elles arrivent et qu'elles soient setées ou manipuler des objets dans votre environnement. Et c'est là que j'utilise, moi, ce fichier-là, gitpod.yaml. Gitpod.yaml, en fait, c'est tout ce qui ne va pas rentrer dans le Dockerfile. Et on pourrait faire à peu près la même chose, c'est des tâches. Ce qu'a montré un petit peu Jean-Philippe tout à l'heure, c'est des tâches. On peut faire créer du dossier, tout ça. Mais pour moi, ça, c'est plutôt de l'ordre du Dockerfile, des trucs assez standards. Moi, ce que j'aime bien utiliser, je mets que les interactions avec les variables là-dedans. L'image de base disponible, ça, c'est l'oubli d'un truc. Hop. Là, si je prends un exemple. Celui-là, il est assez intéressant parce qu'il est assez complet. Le guide-pod YAML, donc là, je fais la première ligne, en fait, on fait la référence à l'image qu'on a du Dockerfile, donc à votre fichier. Donc, on considère que toute la partie Dockerfile est déjà faite, que votre conteneur est déjà construit. Et après, on va venir taper un petit peu dans notre dashboard, dans les variables, dans notre contexte à nous. Et dans notre contexte, après, on manipule. Donc là, qu'est-ce que je fais? On enchaîne des tâches. C'est un petit peu un format à la Ansible, pour ceux qui connaissent. Donc là, je lui demande la première chose, moi, c'est de créer des répertoires pour mon environnement. J'ai besoin, comme montré tout à l'heure Horatio, enfin, ça, c'est vraiment dans le cadre d'un tutoriel, de faire plusieurs étapes et je reproduis énormément d'étapes. Alors, pour les puristes du bash, oui, j'aurais pu faire une boucle. Mais bon, bref. Oui, je pourrais même la faire de tête. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc là, en fait, je crée mon répertoire SSL et dedans, je crée plein de répertoires. Et une fois que mes répertoires sont créés, là, je rajoute un petit truc parce qu'il faut savoir que la lecture de ce fichier est complètement asynchrone. On va prendre toutes les tâches et bon, ça va partir en vrac pour optimiser le temps. Mais à un moment, il y a des tâches, il faut qu'elles soient enchaînées à d'autres. On va commencer à redondancer tout ça. Donc, il y a GP pour l'outil Gitpod. En fait, il nous propose un truc qui s'appelle tout ce qui est la partie 5. Donc là, je lui dis, on donne des tags. Donc, je lui dis GP, 5 donne, donc considère que c'est fait pour ce tag que je nomme derrière, dir exist. Donc là, je lui dis, en gros, je crée un flag dir exist pour dire j'ai fini à la fin de la création de mes répertoires. Que je récupère après, donc là, si je prends le cadre de la création du certificat, donc je crée mes répertoires, je crée mon certificat après, avec un GP 5 await, attend le dir exist, attend le flag dir exist, ce qui fait que donc je fais bien la création de mes répertoires, et après, je peux commencer à faire la création de mes certificats. Un petit truc comme ça. Et on peut doubler. Avec ça, c'est en fait GP, c'est une commande bash, donc on peut la chaîner. Donc le double éperluette comme ça, c'est si le résultat de ma commande précédente est 0, donc est un succès, fais-moi la commande suivante. Et donc la commande suivante, donc en gros, c'est pour dire je veux que mon certificat soit créé et que mes répertoires existent. Et donc ça c'est assez pratique. Et là, à partir de là, je gère toutes mes variables. Donc mes variables pour en faire des fichiers. Donc comment je fais des fichiers? Exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Je prends une variable, je la décode en base64 parce que j'aime bien utiliser base64. Et hop, je balance ça dans mes fichiers. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça, globalement, vous avez paramétré complètement votre environnement, tous les outils qui vont être nécessaires, de l'OpenRC pour de l'OpenStack, vos clés d'API pour si vous faites du Terraform, des certificats SSL, etc., qui vous sont propres à partir d'une source, d'un repo qui est commun. Et ça, c'est ouf. Donc, en fait, la seule contrainte, en fait, c'est globalement tout ce que moi, je vais demander aux gens qui veulent utiliser les repositories sur lesquels je travaille, qui veulent avoir la même chose, c'est globalement de déclarer les mêmes variables. Et à partir de là, ça sera intégré directement dans le projet. Et comme tout à l'heure, je démarre, pouf, 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 c'est parti. Et c'est magique. D'autres trucs, donc là, c'est d'autres trucs qui sont assez ouf et que j'aime bien. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas un développeur. Je fais du code, un peu du front, un peu de back, mais j'ai jamais travaillé en équipe sur ces sujets-là. Donc, pour moi, Git, commit, pull request, moi, en général, en gros, je fais tout comme un gros cochon sur le master ou sur le main et c'est ma vie, quoi. Mais par contre, on est obligé un petit peu des fois de s'adapter. Et j'adore cet outil-là parce qu'en fait, il me force déjà par le fait que ça soit complètement jetable à être propre et surtout à bien travailler. Il y a un truc qui est assez cool, c'est faire le commit et le push d'une nouvelle branche. C'est hop, public cloud exemple. Si je prends ici, hop, je vais ouvrir ce. Bah non, je l'avais déjà ouvert. Hop, c'est pas grave. Moi, je paye en fait, j'ai plein de workspace. Je suis limité. Je paye parce que j'étais pas Gitpod Hero jusqu'à il y a une demi-heure. Là, je vais avoir du crédit. Non, c'est ouf. Ouais.
Admettons, et alors ici, il y a plein de petits trucs pratiques, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais admettons, ici sur la partie droite, là, on a vraiment, sur ce bouton-là, on a toute la partie Git. En fait, on peut vraiment manipuler vraiment tout le repo. Donc là, on voit qu'il m'a proposé des trucs. Là, par exemple, là, il m'a rajouté le Toto exemple, on s'en fout. Mais globalement, ici, si je veux, je pourrais même créer une branche. Hop, je crée une branche démo. Voilà, je suis dessus. J'ai un nouveau fichier. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé là. Non, c'est bon. J'ai un nouveau fichier. Là, ce que je fais, hop, add Toto. Là, j'ai appris à rajouter des commentaires avec les commits. Et là, je veux publier ma branche sur une branche sur laquelle je ne suis pas propriétaire. Et là, il me dit, il se passe un truc. Est-ce que tu veux créer une pull request? Moi, je suis contributeur. Admettons, je dis OK. En fait, je me connecte à un repository de source. Je manipule, je vois une erreur, je propose la solution et automatiquement, il me propose de faire la pull request. Donc, on met un commentaire pertinent, Ziva. Et normalement, je m'attends ici, si je vais sur mon repository, à voir ma pull request. Hop, qui est là, add Toto. Et ça, c'est ouf. Enfin, d'un point de vue communautaire, c'est vachement bien. Vous avez un repo de source que vous managez, vous le mettez sous Gitpod, vous engagez les gens à utiliser à l'utiliser, et en fait, les modifications, elles vont arriver pratiquement naturellement, en fait, en 2 temps, 3 mouvements. Et ça, c'est vachement chouette. C'est pas la seule feature que j'aime bien, et je touche aucune part de marcher là-dedans, mais c'est vraiment les trucs qui m'ont aidé. La notion de port tout à l'heure, moi, ce que j'appelle un petit peu les services, c'est un truc qui est vachement bien. Si vous démarrez sur votre environnement, sur votre workspace, en fait, un service qui va démarrer un process et se mettre en écoute sur un port. Comment ça se passe? On est dans du conteneur, donc si vous manipulez un petit peu les trucs, vous faites du port forward, etc., etc. Donc, automatiquement, là, vous êtes sur un navigateur, vous êtes sur un port, vous êtes sur le port 80. Donc, ce que va faire Gitpod, en fait, il va prendre ce service-là qui va tourner dans son conteneur sur un port X, genre 3000. Il va dire, tiens, plutôt que de faire un 2.3000 à la fin, il va remodifier, en fait, le nom de l'adresse pour rajouter éventuellement l'adresse de port dedans et la mettre à disposition. Il va y avoir un mappage directement. Donc, comment on fait ça? Donc là, j'ai pris un tout petit exemple. Ça, c'est spoiler. C'est pas ça. C'est con, c'est l'idiot qui a mis un copier-coller dans un slide, c'est moi. Hop, voilà. Si je prends un exemple, et ça, je trouve ça classe. Hop, on va ranger tout ça. Là, ici, en gros, en fait, j'appelle le démon Apache. Enfin, c'est un Apache dans un Docker. Aussi simple que ça. Donc, en gros, il va démarrer un truc, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Et là, pouf, il dit, hey, il se passe quelque chose. OK, make public. Donc, rends-moi l'URL public. En gros, si je veux retrouver, ici en bas, on a un petit truc tout en bas qui s'appelle port. Et si je clique dessus, voilà, il me dit, voilà, il a démarré quelque chose sur le port 8080 dans mon workspace. Comment j'accède? En fait, il m'a modifié l'URL. Et en fait, il fait exactement la même chose que si, de mon côté, dans mon terminal, j'avais fait gp URL, il m'a parlé du port 8080, et je fais gp URL 8080, et là, il me retourne, en fait, l'URL complète qui va me permettre de faire, en gros, l'équivalent du port forwarding. Et ça, c'est assez cool, parce qu'en gros, il suffit d'ouvrir cette URL-là. Mais ça, c'est pas l'URL, ça, c'est le Docker Run. Il suffit d'ouvrir cette URL-là pour arriver. En fait, il ouvre en fait une espèce d'index sur la page. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, vous pouvez forwarder globalement cette adresse-là. Quand vous travaillez sur un projet, vous faites une modif, vous démarrez le service, que ce soit un front et tout ça, vous voulez l'avis de quelqu'un, vous prenez l'URL comme ça, vous prenez un QR code, on va faire l'exemple, QR code Monkey par exemple, pof. On prend ça, j'aime pas, allez, vas-y, c'est pour l'honneur et la gloire, tchac. Faites le test. C'est la partie interactive de la démo. C'est aussi simple que ça. Et normalement, vous arrivez au même résultat en fait sur la même interface. Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Non, c'était pour voir si vous... C'est magique, hein, c'est beau. C'est beau. Hein, ouais, c'est le temps que ça arrive. Donc, globalement, après tout ça, consultez la doc, il y a éventuellement tout ça. Donc, merci. Donc, je m'appelle Olivier Bottier, Rack le Poulpe. J'aime l'infra, j'aime le code et j'ai plus vraiment besoin d'aimer avoir le droit route sur ma machine. Merci. Any question? So, it's official. I am Git Paul Hero from 30 minutes now. Oh, yeah.